Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, édition Super Catch Up. On analyse ensemble le SmackDown du 29 septembre 2023 et le Monday Night Raw du 2 octobre 2023. Et pour m'accompagner dans ce challenge, j'ai avec moi l'ami Ringside. Salut Ringside. Salut IRM, salut à tous, très heureux d'être là. Let's go. Oui. Direction la Californie. Oh, la belle Californie, son soleil à Sacramento, dans une grosse salle, grosse ambiance, avec tout simplement le show qui démarre, les pyros et Jimmy Solo et Paul Heyman qui arrivent sous les huées de la foule. On reconnaît le Tribal Chief. Tout le monde doit reconnaître le Tribal Chief, car c'est grâce à lui que le second GOAT de tous les temps, John Cena, et non pas le vrai GOAT, s'est pris une bonne raclée et ça fait plaisir. La semaine dernière, il s'est fait déculotter. John Cena, on veut pas voir John Cena, il est pas là ce soir. Il a des problèmes de transport. Il y a grève. Son jet privé n'a pas eu l'autorisation d'atterrir et du coup on n'a pas non plus AJ Styles qui lui est à l'hôpital Velpo. On lui souhaite bon rétablissement de la part de toute l'équipe. Voilà, s'il nous écoute sûrement, voilà, il a pris son petit il s'est pris son petit abonnement sur le podcast là et puis il nous écoute. Courage AJ. Jimmy chope le micro de Polo, il est à l'aise le Jimmy. Qu'il est à l'aise. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il en met une à John Cena en disant John Cena a peur de Jimmy. C'est pour ça qu'il doit rester loin de la Bloodline. Quand soudain, Karl Anderson, vous vous souvenez, un mec quand même à la NJP, il avait été comme en finale du G1 Climax. C'est pas n'importe qui. Le dieu du catch en équipe. Ouais. Le roi du catcheur d'équipe qui arrive tout seul. Bah oui, le con. Pas très malin par contre. Non, pas très malin. Il s'attaque à Solo, à Jimmy une fois, deux fois, il revient à l'attaque et tout, et puis ça se termine en match. Entre Jimmy, Karl Anderson, et le pauvre Karl Anderson n'a pas l'habitude des matchs en solo, du coup il se prend un splash et c'est terminé. Mais juste après le match, qu'est-ce qu'il fait Karl Anderson? Il leur demande, il attaque Jimmy. Sauf que là, Solo est là et il lui fait le gros Samoan Spike, le pouce dans la gorge. Ça fait bobo. Ça fait mal. Ça fait tousser. Et tout le monde se croise avec Machine qui part au chevet de Karl Anderson et au passage, elle donne une bonne gifle à Jimmy. Bien porté. Là, il y avait pas. Ça a touché. Je retrouve le cul par terre. Ça a touché. Et Jimmy qui donc va être un petit peu énervé par tout ça. Et Paul Heyman qui va passer quelques coups de fil. Quand est-ce qu'il revient à la Roman Reigns pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans? Parce que c'est le bazar tout ça quand même. Au plus vite on espère. Parce que ils sont gentils tous, mais c'est un petit peu le plat pour nous faire patienter en attendant le retour du grand patron. Mais mais c'était plutôt bien exécuté, je trouve. C'est sympa de voir Jimmy un petit peu tenir le micro là, faire un petit peu des parodies de Roman Reigns aussi quand il va prendre le micro à Paul Heyman. Non, ça fonctionne toujours bien toute cette petite équipe là. Et puis ma foi, même Karl Anderson qui sert un petit peu à quelque chose. C'est bien pour lui parce que c'était un peu sec ces derniers mois, mais on sent qu'ils ont bien construit l'histoire, et on sent que tout ça a été préparé, que tout ça est bien écrit. Pour moi, c'était un super opener au final, pour nous mettre dans le bain pour ce SmackDown. Bah oui, écoute, je suis d'accord avec toi. Un bon opener. On a construit une seconde histoire là à partir de la Bloodline. On construit, c'est une nouvelle histoire là qui, en attendant le retour du roi, en attendant le retour du chef. Et qui est plutôt bien ficelé, avec cette petite guerre des clans là aussi également, et puis John Cena qui est toujours dans la boucle, et puis ce Jimmy c'est bien, et puis ce Jimmy Jimmy est intéressant quand même. Jimmy, belle écriture là sur ce Jimmy qui se voit trop beau là, qui a besoin là de revenir auprès de la Bloodline, mais qui revient encore plus fou en fait, il revient un peu zinzin c'est comme dans les clans mafieux, il y a toujours un mec un peu zinzin de prêt à faire les sales coups, et ben là je crois que c'est Jimmy. Jimmy est devenu complètement taré, c'est un fou furieux. Et puis il a toujours Paul Heyman contre lui. Et voilà, les graines sont plantées pour la suite. Non, ça fait franchement, ça fait une super histoire. Moi, je suis. Paul Heyman, il commence à dire, je suis pas sûr que ce serait une bonne idée de le garder. On aurait peut-être dû se débarrasser des jumeaux complètement. Oui. Pourquoi ça aurait été pas mal.
Grayson Waller Effect. Ah, je sais que t'adores Ah. ce grand segment. Il y a des beaux décors, il y a des belles plantes, hein, au Grayson Waller Effect. C'est pas mal. Et la belle plante, c'est Bobby Lashley. C'est Bobby Ah, Lashley. oui. La belle plante de ce soir, c'est lui, C'est lui. l'invité. Ah oui, il est beau, il est beau, il est beau. Mais Bobby Lashley, il était pas content la semaine dernière, hein, souviens-toi. Les Street Profits avaient perdu. Enfin, du coup, il était pas content. Il leur avait un petit peu remonté les bretelles. Et du coup, là, ce soir, Waller donc lui pose un petit peu les questions. Qu'est-ce qui se passe là d'ailleurs, si tu cherches une vraie équipe, il y a mon poteau et moi, là, Austin et moi, on pourrait. Hein. Là, tu dis non. Je pense un petit délit de faciès là, un petit peu, hein, qui a été effectué par Bobby Lashley. C'est pas très bien. On sait qu'il a des critères particuliers pour son recrutement, Bobby Lashley, mais enfin, ça commence à se voir. C'est pas très bien. Là, Bobby, fais attention à toi. On est limite. Puis les Street Profits débarquent, les deux se font un peu face à face, dit bah voilà, je peux entendre d'excuses, je veux rien entendre, en grosso modo, agissez. Prouvez-moi que vous êtes prêts, que vous êtes à la hauteur de l'ambition que Bobby Lashley a pour eux. Donc les deux hommes un petit peu sont laissés un peu comme ça devant le fait accompli. Et puis Austin Theory débarque, tout le monde se croise un petit peu, Bobby Lashley, Austin Theory, tout ça se connaît, hein. Tout ça, ça s'est croisé. Il y a du passif. Et oui. Et Austin Theory, va tout simplement rouler sur un mec qui n'a pas été viré, visiblement. Cameron Grimes. Ouais, pas licencié. Un bon gars, on l'aime bien dans les vestiaires. Et puis derrière, Austin Theory qui va se brouiller aussi avec Dragon Lee, qui passe son temps ringside. Il est invité toutes les semaines, Dragon Lee, Et puis ça se chatouille un petit peu, ça cherche un petit peu de l'embrouille. Je sais pas si on a revu un petit peu plus tard les Street Profits. Ah bah si, après il y a eu un... On va garder ça pour plus tard. Ouais. Ok, on se le garde pour plus tard. Ou si tu veux, on peut tout mettre ensemble. Ouais, faisons tout comme ça. Allez, voilà, Rey Mysterio versus Santos Escobar. Le match était annoncé, c'est un match pour le championnat US. Donc Santos Escobar qui avait demandé à Rey Mysterio, qu'il avait challengé, Rey Mysterio qui avait dit qu'au début il a fait quoi. Puis en fait oui, si c'est bon, il était d'accord, il est honoré, ça lui ferait plaisir, qu'il a dit Rey Mysterio. Pablo Plezo. Et donc ils ont fait leur match. Rey Mysterio et Santos Escobar. Écoute, je n'ai pas compris ce match. Je n'ai pas compris. Ils ont fait la chenille. Ils ont fait la chenille qui redémarre. J'ai pas compris. Ils ont fait de la lucha. Hein. Ah oui, alors je savais pas que c'était la lucha. Je pense que je vis dans aussi comme ça, voilà. Ça peut faire ça la lucha, d'accord. Ah ouais, c'est pas la lucha que je connais, c'est pas la lucha que je veux voir, moi. Hein, je te le dis tout de suite. L'espèce de combat technique à la chenille là que je te tourne autour où je te porte sur mes épaules. Il y avait même des positions un petit peu tendancieuses. Hein. C'était assez particulier, assez inhabituel. Moi, j'ai eu du mal. Alors, à un moment donné, c'est un petit peu emballé. Hein, on a commencé à faire de la lucha qui voltige, celle que j'aime bien, où ça se prend des gros des sauts de grenouille, des trucs depuis la troisième corde, ça s'envole un petit peu. Puis en fait après ça s'est un petit peu recalmé. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils refont la chenille là, c'est pas possible. On fait pas la chenille à SmackDown, voyons. Vous pouvez le faire ça à l'entraînement, vous pouvez faire ça au Mexique, voilà, mais pas. D'ailleurs, mais Santos Escobar, il y a des gens qui regardent là. Voilà. Mais oui, il y a des enfants, voyons. Et puis il le tient Mysterio sur les épaules, et puis il se fait reloper. Il peut reloper à Santos Escobar par Rey Mysterio. Les deux catcheurs se regardent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe bien quand même? En plus, on avait Zelina Vega. Alors, j'ai pas compris là. Je sais pas ce qu'elle essaie de nous vendre. Elle était inquiète, mais inquiète par quelle issue du match. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, il va gagner. Oh mon Dieu, il va perdre. Ils avaient peur qu'il se fasse mal. Ah, qu'il se fasse mal. Bah oui, enfin, ce sont des catcheurs. Il faut peut-être falloir lui apprendre le métier. Hein. Comment ça se passe? C'est ça. Elle cache pas beaucoup, peut-être. Et puis derrière, pour reconnecter tout ça, nos affaires de Street Profits pour Ringside, ils sont arrivés derrière. Ils ont marqué un gros coup. Ils ont attaqué tout simplement la LWO. Et ça, Bobby Lashley, il a applaudi, il a dit bravo. Du beau boulot. Puis il y avait Dragon Lee aussi qui était toujours là, le bordel, là, retenu par la sécurité, parce qu'il voulait rejoindre la LWO, il est pas bête, hein. Bah oui, il sait où se placer. Ouais, voilà. Et donc, tout ça va se terminer par un match à Fastlane pour terminer vraiment ce gros segment entre Bobby Lashley et les Street Profits versus la LWO. Ouais. Et ben voilà. Ils sont 3 contre 4 pour l'instant, mais. On verra ce que ça donne. Oui, va falloir faire une délégation, quoi. Tu peux pas envoyer tout le monde. C'est ça. Moi, je me dis peut-être pourquoi pas Apollo Crews qui débarque avec en plus les Street Profits. Parce que j'ai l'impression qu'il a une carte en réserve, Bobby Lashley, mais peut-être que j'ai mal interprété l'histoire. Il y a toujours aussi Cedric Alexander, hein, qui est pas marqué. Oui, non, mais on le verra à Raw, Cedric Alexander. D'accord, faut que j'arrête de dire des conneries.
Non, mais oui, pourquoi pas. Non, mais je sais que Bobby Lashley voulait bosser avec Bah voilà. Apollo Crews. Hein, il en a D'accord. parlé dans son interview chez Ah, Steve ok. Austin. Donc, pas impossible parce qu'il est pas dans la charrette. Hein, si je ne dis pas de bêtises, Apollo Crews. Apollo? Il est toujours là. Hein. Non, Apollo, c'est le nouveau GTG de. Ouais. Qui sera jamais viré. Le jour où il sera viré, tu feras, d'accord. Il était toujours là, lui. là. Il était toujours là, d'accord. Bon, je sais pas. Il visite Bon, les c'est hôpitaux. une belle guerre de factions là qui se met en place entre deux clans qui retrouvent un petit peu du poil de la bête. Mais voilà, après il y a des trucs visuellement qui étaient un petit peu bizarres le match, mais. Bah, il y avait beaucoup d'emphase sur Zelina Vega, mais sur la semaine là, moi j'ai retrouvé entre le Raw et le SmackDown sur cette semaine-là, il y avait un gros travail, je trouve, au niveau de la réalisation pour raconter des trucs, Ouais. et puis des mouvements de caméra qu'on a vite laissé tomber la semaine d'après. Hein, Ah oui, on est revenu à la routine, mais j'avais été assez impressionné par la réalisation des 2 épisodes de la semaine dernière. Je sais pas si c'était la saison première ou souvent ils font ça, où ils testent des trucs. Ouais, ils testent des trucs. Puis ils abandonnent assez rapidement parce que ça doit être compliqué à mettre en place. Mais Kevin Dunn est dans ses charentaises, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. Oula, vous faites chier avec vos conneries. Et puis ouais, du coup bon, moi effectivement, c'était un match de lucha assez rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Grayson Waller, moi j'y croyais pas, mais bon, petit à petit, je trouve qu'il ferait vraiment le taf et que voilà, je suis de plus en plus convaincu. Hein, je suis même carrément convaincu maintenant. J'aime bien son équipe avec Austin Theory. Ces petits moments là où il fait son petit talk show là, c'est toujours efficace. Je sais pas sur quel pied danser avec les Street Profits parce qu'on sait toujours pas trop s'ils sont gentils, s'ils sont méchants. C'est un peu déconcertant, mais au moins c'est original un petit peu. Je pense qu'ils étaient censés être méchants, mais qu'ils étaient trop gentils pour être méchants. Ouais. Et que Bobby Lashley leur a dit, il va falloir être plus méchant que ça si vous voulez plus être gentil. Parce que les gens continuent à les acclamer. Ils ont oublié de changer la musique des Street Profits, oui. Donc c'est un peu délicat. Donc, moi, j'ose espérer que justement, voilà, ce petit scénario qui s'écrit là, ça va amener justement à ce que tu dis, voilà, changer de theme song, y aller à fond, quoi, y aller à fond. Voilà. Escobar, bon bah il a fait un gros match avec Rey, mais bon, comme tu le disais, la lucha, faut apprécier quand on fait un peu de l'extrême lucha, ça peut déconcerter le public. De toute façon, il lui faudra un heel turn à Escobar pour espérer avoir quelque chose. Oui, ça lui ferait pas de mal. Hein. Voilà. Mais bon, dans l'absolu, tout ça, c'est très solide, je trouve, pour nourrir SmackDown. Et je passe un très bon moment, moi, à suivre tout ça. Austin Theory qui a battu l'ami Grims aussi, c'était sympa. Le petit face-off avec Dragon Lee. Alors, si on a un Dragon Lee Austin Theory, moi, je suis très très client. J'aime beaucoup Dragon Lee. Voilà, donc je suis curieux de voir où ça mène. Pour l'instant, il n'y a pas de fausse note, je trouve, dans ce truc. Hormis peut-être les Street Profits où on sait pas trop sur quel pied danser avec eux, mais finalement, c'est pas plus gênant que ça. Moi, je trouve tout ça fait un bon mix. Ouais. On apprend que John Cena est arrivé, hein, en ville. Ah oui. Il est en ville. Ouais, il est pris dans les embouteillages. C'est ça. Dans les embouteillages, hein, c'est à la Californie, donc. Il est pris, mais parti trop tard. Ouais. On y croit. On croise les doigts. On croise les doigts à ce moment-là. On y croit. On nous parle en large et en travers. Vous allez en bouffer de Jade, comment on dit, Jade Cargill, Jade Cargill, oui, Jade Cargill, voilà, qui est déjà multimillionnaire avant même d'avoir mis le pied sur un ring de WWE, signé un gros contrat. Vous allez en bouffer des petits. Alors, visiblement, c'est un très très gros projet alors leur truc là. T'as vu ça, des contrats signés sur multi-year, voilà, c'est incroyable, c'est des contrats et surtout une énorme com là sur cette arrivée. On n'a jamais vu ça, hein. Alors je sais pas, c'est lié à la nouvelle, la fusion. Ah oui, plus UFC machin, beaucoup de com, voilà, une autre idée de la communication, mais elle a intérêt à assurer quand elle va arriver, hein, parce que c'est pour faire ce qu'elle faisait à la Elite Wrestling, ça risque de laisser le public de marbre, hein, je vous cache pas, mais bon. Les petits Deadly arrivent bientôt et ça c'est cool, ça nous fait plaisir. Et puis on voit John Cena qui arrive dans le parking. Et ouais. Eh oui. Il court. Direct, il court voir un match de la division féminine. Alors, je sais pas si... peut-être qu'on l'avait peut-être pas dit, on l'avait peut-être pas prévenu. Charlotte Flair versus Bayley. Alors une affiche,
une affiche incroyable quand même, balancée comme ça dans un SmackDown. C'était un dream match il y a pas si longtemps. Oui, c'est ça, un dream match qui est balancé au milieu de tableau là, au milieu d'émission. Charlotte versus Bayley avec donc Dakota Kai et Io Sky la championne en figuration. Voilà, le match, un match solide entre les deux filles. À la fin, on voit Bayley qui se lance sur les cordes et Flair qui va finir par lui faire un spear et finalement le tomber. Charlotte Flair qui va donc remporter ce match presque pas dans l'indifférence, mais bon, ça fait toujours bizarre de voir des matchs comme ça de top méga stars balancés en plein milieu de show sans grande emphase. Alors c'est-à-dire que Charlotte Flair roule, si on va dire, marche sur Bayley pour aller atteindre Io Sky, donc Io Shirai, Io Sky, voilà, c'est un petit peu la mécanique qui est faite. Derrière, Damage Control qui s'apprête tel des hyènes à attaquer Charlotte Flair, mais Asuka, la nouvelle meilleure copine de Charlotte, débarque et on demande un triple threat. Donc finalement, c'est pas tant que ça la meilleure copine. Un triple threat, donc une triple frite tout simplement à Fastlane. Charlotte Flair, Asuka et Io Sky direction. Donc c'est ce week-end, Fastlane, c'est ce week-end. Il va falloir préparer les pronos là. Ça y est, j'y pense en direct. Du boulot là. Du coup, qu'est-ce qu'on on parle de pronos, mais c'est-à-dire que là, qu'est-ce que ça sent là, cette triple frite? Est-ce que c'est l'histoire qui continue entre Io Sky et Bayley, en fait. Tout ça, c'est du. Oui. Le reste, c'est de l'enrobage. On a Charlotte Flair dans l'histoire, on a Asuka, on a un petit match. C'est sûr que c'est un petit peu sorti du chapeau, un match comme ça, Bayley, Charlotte Flair. On n'en demandait pas tant. Voilà, donc du coup, le match est bon. Pour une fois, les interactions sont presque bonnes à l'extérieur du ring, parce que c'est souvent ce qui pêche chez les filles, c'est quand elles commencent à scénariser quelque chose, la mise en scène, elle est souvent laborieuse et souvent loupée. Là, c'était pratiquement bon. Voilà, on a Bayley qui boucle le match pour la triple frite pour Io Sky qui était pas forcément d'accord. Ouais, t'as raison de le préciser, c'est très important. Effectivement. Et voilà, c'est une étape de plus, encore une boulette de Bayley, jusqu'à la scission, l'ultime scission inévitable. Ils prennent leur temps, Ils prennent leur temps, ça c'est sûr. Moi, après, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Damage Control et compagnie. Alors effectivement, souvent la mise en scène elle est loupée, mais moi ça me dérange pas que l'on fasse. Puis Asuka et Charlotte, c'est quand même les meilleurs du lot, donc on va pas s'embêter, quoi. C'est le seul clan féminin, tout simplement, à WWE, donc il faut être derrière, Effectivement, c'est pas parfait. Maintenant, c'est pas parfait nulle part, mais ils s'y tiennent. Ils ont visiblement un endgame, une histoire qui va être construite entre Bayley et Io. Ils prennent leur temps. Mais bon, ils tiennent bon et bon, on va les suivre, On va les suivre. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est vrai qu'on veut. Le reste, c'est effectivement un petit peu d'enrobage. On justifiait le salaire de Charlotte Flair et puis en avant, en avant comme John qui arrive. Ça y est, il a trouvé l'entrée. Il me dit salut, coucou, salut, c'est moi. Voilà, alors j'ai un match j'ai connu Philly, merci, mais oui. J'ai un match ce week-end à Fastlane. Pour les pronos, voilà, je vous donne le résultat. Par contre, je serai tout seul. Je serai tout seul. Je vais être un petit peu en 1v2 là. Mais bon, un contrat signé pour Fastlane. Le match est prêt, mais par contre, donc tout seul, pas de partenaire particulier pour ça John Cena. Être Edgy, mais Edgy, on lui a cassé la gueule avant qu'il signe le papier. Donc il y a que John Cena qui a signé le truc. Donc ils sont un peu obligés, parce qu'une signature, c'est une signature. 2 choix s'offrent à lui, au GOAT. Annuler tout simplement le contrat. Voilà, petite ligne sûrement en bas qui stipule, qui il est dans les 15 jours de rétractation. Hop. C'est pas en ligne. C'est pas la vente en ligne, donc je ne sais pas trop. On ne sait pas. On va appeler un notaire. Il faut appeler le notaire. Ou alors se battre en 2v1. Et lui, il est prêt pour le 2v1. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça. Oui, 2v1, c'est gentil en fait. Il a quand même fait. On se souvient d'un match, c'était Orton et Sida qui avaient roulé sur 20 gars à Raw, je crois. Donc c'était assez. Ça avait fait un petit peu scandale à l'époque. La Bloodline débarque. Solo, Jimmy, Polo. Il dit, écoute, t'iras pas à Fastlane. Et là, John Cena, il attaque Jimmy. Solo, il monte pour attaquer John Cena. Jimmy revient pour sauver Solo. Et puis, ils finissent par prendre le dessus, sur pauvre Johnny Boy, qui fait tout ce qu'il peut. Mais voilà, le surnombre, ça jouait quand même. Et l'âge. Et l'âge, l'âge, simplement. Parce que il y a 10 ans, ils les prenaient tous les deux. Ça durait pas 5 secondes. Ils se retrouvent quand même sur la table des commentateurs. Solo qui monte sur la 3e corde. Il s'apprête à bondir, mais
LA Knight, yeah. débarque et voilà, il s'attaque à la Bloodline. Voilà, le chevalier blanc, LA Knight de Los Angeles, de la côte ouest. Il remonte, Solo Sikoa et Jimmy battent en retraite et LA Knight prend le contrat de John Cena et il y appose sa signature. Et ouais, lui aussi, sans avoir lu non plus les petites lignes en bas. Donc voilà, aussi les mecs s'ils disent pas ce qu'ils signent, il veut pas les se plaindre derrière. Et donc on va avoir John Cena et LA Knight face à Jimmy Uso et Solo Sikoa à Fastlane, mon Maurice. Boom. C'est bouqué. Ouais. Bah le classico, pour finir l'émission. L'arrivée du Sauveur, le Deus Ex Machina, LA Knight, sous les vivas de la foule, y a tout qui a fonctionné. Je veux dire, là, on est dans le Star Power maintenant. C'est SmackDown, c'est la classe au-dessus. Donc voilà, on a récupéré John Cena, on va en profiter. Pour en plus mettre sur le podium LA Knight qui jouit d'une popularité là sans précédent auprès du public. Voilà, faut que ça fonctionne comme ça. Moi, je suis très content. Plus je trouve que le style LA Knight, il va bien se marier à celui de John Cena dans un match gentil contre méchant là, ça va être. Faut juste pas qu'il lui cherche l'embrouille toutes les 2 minutes comme il a fait la dernière fois. Mettez-vous d'accord que vous êtes copains parce que même là aussi c'était bizarre un petit peu les interactions enfin avec le papier qu'il a signé là, on sait pas trop comment il lui a tendu, c'était un peu bizarre ce qu'il faisait. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord avant de venir au ring. Faut qu'ils se parlent un peu les deux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, mais ouais, dans l'absolu, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire avec John Cena. Là, moi, je suis chaud de le voir affronter Jimmy et Solo, et pareil, la place de LA Knight au milieu de tout ça. C'est ce qu'il faut pour consolider le truc. Faut surfer sur la vague là. Pour une fois qu'ils battent le fer tant qu'il est chaud, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre et du coup c'est l'heure du mot de la fin. Donc là, si tu veux te plaindre, tu pourras donner ton flop. Si tu veux pas te plaindre, tu pourras donner ton top et puis pourquoi pas donner ta note s'il te plaît. Ouais, ok. Je vais donner mon top. Tiens, Grayson Waller et Austin Theory, je trouve que ça fonctionne de mieux en mieux ce qu'ils font. Ouais. Sky is the limit, je pense pour les deux là. C'est vraiment voilà, là pour le coup. Comme je disais, j'étais pas trop convaincu par Grayson Waller à NXT, mais là dans le main roster, il déploie tout son potentiel. C'est vraiment cool. Le flop, il y avait pas grand chose de mauvais, honnêtement. Le flop, un petit avertissement, attention à la lucha et sur la chenille, ça le fait pas trop quoi. Faites attention. Et puis la note, je donne une bonne note, je vais donner un bon 4. Moi je suis. Allez, bah voilà. Je suis bien client moi de ce SmackDown, je suis bien client de la VVE en ce moment. Voilà, il y a pas de mauvaise touche. Je trouve qu'on est sur une très bonne période. Super, bah là tu me fais plaisir. Moi mon flop ça va être le même que toi la chenille. Moi j'ai pas compris la chenille, j'ai pas compris. Voilà, c'était un match qui était assez. On n'est pas à la All Elite Wrestling, on fait pas ces choses-là. on fait pas ça. J'ai dit il y a des gens qui regardent, il faut respecter le public. Mon top, je vais le donner à l'opener et puis au main event, vraiment le star power là, cette Bloodline 2.0 en face tu mets quand même des mecs des méga stars, John Cena et notre ami LA Knight, voilà. Puis la Bloodline, ils sont toujours exceptionnels. Je veux dire, c'est incroyable. Solo Sikoa, il est incroyable aussi, quoi. Ouais. Paul Heyman au milieu. Voilà. Quand tu mets les gens de talent là où il faut, c'est ça. Tu te plantes difficilement. Ah ouais. Bon, on va voir comment ça s'est passé au show rouge. C'est plus long. Allez, des fois, ça tire un petit peu en longueur. Il y a du Star Power aussi, mais il y a pas que ça. On est le 2 octobre 2023. Nous sommes toujours en Californie, mais à San José. Attends, c'est pas pareil. José, no way San José. Le show rouge démarre et c'est déjà la grosse bagarre avec Nia Jax et Shayna Baszler. Alors on aime ou on n'aime pas que ça commence dans la bagarre. Dans le studio ici à Catch-Up, on a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Ça se met des grosses patates et puis alors après c'est la porte de saloon mais pas en promo quoi. Voilà, c'est tout le monde vient à la queue leu. C'est pas la chenille là, c'est à la queue leu. C'est Rodriguez qui vient et qui a paf, pim bam boum et puis derrière Rhea Ripley, pim bam boum. Voilà, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley qui tombe sur Nia Jax. Si vous n'avez pas compris où on va en venir, va falloir peut-être vous poser des questions. Les 4 catcheuses, donc ce bagarre, la sécurité qui vient et le gros riptide là sur un agent de la sécurité, bien fait pour lui. De toute façon, il faisait du mauvais boulot. J'avais entendu qui palpait mal à l'entrée, donc il faut bien palper quand on est agent de sécurité. Il y a la sécurité de centaines de milliers de personnes qui sont en jeu. Rhea Ripley prend le micro, mamie de retour. C'est vrai, exact. Ça faisait quelques semaines qu'on l'avait pas vu. Elle avait mis sur le carreau par Nia Jax qui était de retour.
Mais alors là, on bascule. On bascule. La foule est chaude et tout d'un coup, on devient sérieux. Elle dit qu'elle doit parler avec le Judgment Day. Donc elle les interpelle. Judgment Day, venez ici. Bon, voilà. Alors Damien Priest et Dominic viennent. Alors un peu penaud. Enfin Damien Priest avec son petit sourire quand même, un peu pas narquois, mais genre qui sait ce qui va se passer et tout. Dominic. Ah, c'est pas les beaux jours parce que là, à ce moment-là, Domino, bah, il a plus sa ceinture. Il a perdu son championnat à NXT, de façon assez inexpliquée, mais qui va servir l'histoire. Voilà. J'ai regardé. T'as regardé, toi, ou pas, No Mercy? Ouais, j'ai regardé, ouais. Il a perdu, qui avait perdu clean, Domino, clean. Bah oui, lui qui avait battu comme Dragon Lee, clean la semaine dernière, je trouvais que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, on va nous raconter une histoire qui va justifier tout ça. Donc elle est pas contente. Claire Ripley dit écoute, il y a pas de leader, on a tous des responsabilités, mais voilà, quand ça tourne mal, il faut assurer. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle était pas là, mise sur la touche, le Judgment Day s'est écroulé. Et elle est partie et personne n'a assuré tout simplement. Elle était déçue. Oui. Damian, elle va dire surtout toi Damian, voilà. T'as pas été capable de faire le taf. Finn Balor il s'est retrouvé blessé, toi t'as pas pu affronter Jey Uso parce que t'étais pas autorisé par le médecin, donc c'était du grand n'importe quoi, donc on a perdu Finn Balor dans cette histoire, et puis toi Dominic, t'as perdu ton titre contre Trick Williams. Alors c'était marrant parce que Domino il avait le petit sourire mais genre qu'il veut pas perdre la face, mais en fait là il a peur quoi, il se broyait à ce moment-là. Excellent Dominic Mysterio. Ah ouais, Domino. Que de subtilité dans cet acting. On n'est pas loin d'Hollywood. On n'est pas loin d'Hollywood, tout ça. Heureusement qu'il y a la grève, sinon. Ouais. Et puis ça revient sur Priest qui était de toute façon, t'étais pas là, vous ne l'avez pas aidé, comme je te l'avais demandé. Enfin bref, tout le monde s'en prend plein la tronche là. Elle met des taquets à Cody et Jey Uso parce qu'ils ont pas peur de Judgment Day, ils ont plus peur. Les gens devraient avoir peur de Judgment Day ringside. Les gens devraient quand même. Les craindre. Bah oui, ils font peur. Et là, Priest il dit écoute, maintenant. Attends. Cody et Jay viennent pour les titres. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il a parlé de ça, mais alors que peut-être que je sais pas si c'était prévu qu'il parle déjà des titres. Je suis pas sûr que c'était officiel ou s'il y avait déjà eu des allusions au fait que Cody et Jay allaient venir pour les championnats. Ouais, je sais pas. Ils ont peut-être annoncé ça dans la semaine. On n'a pas fait gaffe. Ouais, peut-être. Tout ça va s'expliquer très rapidement. Il dit de toute façon on va les démonter, les deux cocos. Bah oui, pas de problème. Moi j'ai mes titres, j'ai mon contrat Money in the Bank. Je veux pas pointer du doigt, mais il est où le titre de Dom Dom? Et voilà, ça commence à pousser les copains sous le bus là. Elle dit moi je suis la mamie de Dom, je décide pour lui. Alors d'ailleurs je lui ai rebooké un match NXT, donc NXT contre Trick Williams. Mais par contre s'il récupère pas le championnat, c'est pas la peine de revenir à la maison. Tout en subtilité. Oui. C'est très long, évidemment. Je raconte tout ça et encore, je résume autant que je peux. Là, Jay qui débarque, qui fait du grain Gary Ripley. Jay, il drague Gary Ripley sur Twitter, sachez-le. Voilà. Ça y est. Je sais pas si c'est Jay qui est avec Naomi ou si c'est Jimmy. Je pense que c'est Jimmy. Bon, de toute façon, Rhea Ripley, normalement, elle est avec l'autre là. Murphy, oui, tout le monde avec quelqu'un normalement. Voilà. Cette histoire, ils ont des voilà, donc bon. Ouais, bon, il doit se passer des choses dans les oui, voilà. Puis de toute façon, aujourd'hui, tu sais, comment c'est, voilà. Faut sortir du carcan. C'est fini. La famille mononucléaire, là, où je sais pas comment on appelle ça. C'est fini. Voilà, dit, il y a un nouveau chef de tribu à Raw, et finalement, elle a des couilles plus grosses que celles de Roman Reigns. Écoute, on en a marre tu parles la prise qui balance à Jay, et puis là, Dominic, arrête, il pose la main sur le torse de Priest pour l'arrêter. En confiance, le Domino. Il dit t'inquiète Priest, t'as pas le feu là du médecin. Moi je vais m'occuper de cette histoire. Si t'as des problèmes Jay, on va se mettre sur la tronche. Jay, hop, évite l'attaque, le super kick. Et voilà, c'est pas que l'autre Irlandais, J.D. McDonough, il faut suivre, débarque. Il attaque Jay dans le dos, c'est le gros bordel. Cody Rhodes finit par arriver et Adam Pearce va tout simplement valider le match. Donc pour le titre unifié par équipe de la WWE à Fastlane, Damian Priest et Finn Balor, qui est pas là, le pauvre Book, il a pas le temps, voilà, versus Cody Rhodes et Jey Uso. It's official. C'est son nouveau gimmick. C'est sa catchphrase maintenant à
Et on en est à Adam 1 heure Pearce. de show. On en est à 1 heure Ouais, de show. ouais. Ils ont vraiment blindé le truc. Ouais, bon après tout coule de source un petit peu tellement ils maîtrisent leur récit là, encore une fois. Hein. C'est un peu comme la Bloodline, hein, le jugement de Day à Monday Night Raw. Excellent, mais alors vraiment excellent Dominique Mysterio là qui vient à la tête basse se faire engueuler par maman. Damien Priest, j'adore sa manière de porter les ceintures avec la ceinture sur le côté là, la deuxième. Il en accroche, il accroche une ceinture à sa ceinture qu'il porte comme une vraie ceinture. C'est la Fashion Week en avance. Ils ont bien géré le truc d'être champions les deux. Lui et Baylor. Donc Baylor absent, toujours JJ McDonald là, avec sa grosse tête qui débarque quand on l'attend plus. Donc on croit qu'on est déjà en sous-nombre et on est encore en sous-nombre pire que ce qu'on pensait. Voilà, Jay qui continue à s'imposer comme le top babyface de Raw, un peu en parallèle de Cody. Cody qui vient quand même sauver tout le monde. C'est Adam Pearce qui vient qui valide tout. Non, encore une fois, il y a pas de fausse note. Hein. Moi, je suis. On suit ça quand même avec grand intérêt. Voilà, je suis pas. Il y a pas grand chose à redire. Hein. Je vois pas où sont les défauts dans ce truc-là. On attend de voir la suite. Alors peut-être que on push un peu trop Cody. Il fait pas grand chose, etc. Mais dans toute la densité du récit, c'est anecdotique, je trouve. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a vraiment quelque chose de très dense, mais très, très fluide, très naturel. C'est vraiment bien foutu avec des rapports de force qui évoluent vraiment en permanence. Hein. Ça fait vraiment beaucoup penser à la Bloodline, ce qui était écrit, où chaque semaine, hop, on rajoutait un petit twist comme ça, et finalement les rapports de force évoluaient. Il y a de la tension, mais en même temps, il y a de la réconciliation, il y a des compromis qui sont faits, des rapports de force. C'est très 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 bien écrit, c'est très très bien écrit. Puis ça met tout le monde en valeur, quoi. Tout le monde sort grandi du truc là. Tout le monde brille. Il prend un putain de star power. De Damien Priest, il commence à être maintenant le pilier de Monday Night Raw. Voilà, Finn Balor est pas là, on sent tout de suite qu'il est pas là. Et même un mec sur lequel on comptait pas du tout comme JD McDonald, tout doucement, il commence à s'imposer dans le truc, quoi. Donc c'est vraiment c'est gagnant pour tout le monde, hein, ce genre d'histoire. Division Tag Team, l'Alpha Academy, avec Maxime Dupuis, affronté Imperium ce soir. Après s'être fait battre par 2 fois les semaines précédentes en solo. On n'oublie pas que Gunther a balancé, a mis sur la sellette un petit peu, test tout simplement Ludwig Kaiser. Qui doit gérer un petit peu les errements, les égarements un petit peu de son équipe avec Giovanni Vinci ces dernières semaines. Donc, Imperium doit gagner ce soir, tout simplement. Sinon, ça va mal se passer auprès du champion intercontinental. Eh bien, écoute, ça va tourner en leur faveur puisque malgré le gros slam là d'Otis et le Caterpillar, la fameuse chenille, la chenille dont on parlait, mais là je comprends pourquoi il y avait une chenille, toi. Là j'ai compris pourquoi il y avait la chenille. La chenille d'Otis. Alors c'est pas la même chenille que fait Otis, que celle qu'avait fait Rey Mysterio et Santos Escobar. Le Super Slam et Vinci qui vient interrompre tout ça, qui intervient pour faire chuter Otis. Vinci qui aussi on veut se faire un petit peu pardonner de ses défaites. Gable qui attaque Vinci à l'extérieur et Kaiser qui fait un énorme coup de genou, un running kick sur Otis, le pauvre Otis là qui est étalé pour le compte de 3 et donc une bonne victoire là pour Imperium. Qui aura fort à faire ce soir, puisque Gunther aussi sera aux manettes dans notre main event. Mais voilà, le test est validé là auprès de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Ouais. Bon, ça c'est le bas de carte de Monday Night Raw, toujours bien solide parce que les Imperium, ils ont du gros work rate comme l'Alpha Academy, donc ça donne toujours des super matchs, qui soient courts, qui soient longs, qui aient un enjeu, qui est pas d'enjeu. C'est pas bien grave. Gable qui reste toujours un petit peu en rival caché de Gunther, et puis les deux d'Imperium là qui continuent leur chemin. De toute façon, c'est tout un accomplissement pour eux d'être à Monday Night Raw, les deux Européens là. Oui. Moi je suis toujours content de les voir aussi bien placés dans la carte. Ça remplit bien le temps. Hein. Mieux qu'un Tozawa contre je sais pas qui. Tozawa il est pas mal utilisé non plus, attention, 30 secondes par-ci par-là, c'est très bien. Mais là t'as raison, c'est le bas de carte solide de Monday Night Raw, des gars sûrs.
Derrière Adam Pearce qui cherche avec Tegan Knox, écoute, Becky Lynch elle est blessée. Elle est blessée. Elle s'est fait une sale coupure dégueulasse là avec du. Ils ont vitré la photo. Oh. La photo. Ah là là, un bout de chair tout simplement qui était arraché. On voyait l'os quasiment. Dégueulasse pour nous prévenir quand même. Pour nous prévenir. Horrible. Chelsea Green qui débarque, il dit écoute, j'ai une super idée. Il dit écoute, là je suis occupé là, mais écoute, plutôt que de te plaindre là de la blessure de Becky, moi je serais toi, Tegan, je serais bien contente parce que le match est annulé. Du coup, t'auras pas besoin de perdre contre Becky. Il dit écoute, il dit de toute façon t'es pas faite pour être championne. Il dit écoute, tu vois j'ai une idée, t'es libre, je suis libre. Et si on se mettait sur la tronche? Et donc Adam Pearce qui rend ça official, comme tu l'as dit ringside tout à l'heure. Et ce match s'est retrouvé donc un peu plus tard dans la soirée. Chelsea Green, du coup, qui a perdu face à Tegan Knox avec son Shining Wizard. Elle était accompagnée, Chelsea Green, par Piper Niven, qui est championne tag team également avec elle. En coulisses, on a aussi un petit discours de Becky Lynch. C'était au moment qui est passé comme dire bonjour malgré son petit bout de chair en moins. Elle dit écoute, je vais vraiment défendre mon titre, mais voilà, je veux la meilleure version de toi. Et Natalya est arrivée. Et Natalya qui était de toute façon en mode toute gentille. Non mais depuis notre match la semaine dernière, je trouve que t'es une championne, enfin une combattante valeureuse. Je t'avais mal jugé. Donc à la fin, à la victoire de Tegan Knox ringside, Natalya elle est venue célébrer la petite victoire comme si de rien n'était. Elle lui a même pas fait une entourloupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, c'est la fameuse girouette Natalya. Girouette cacahuète, girouette Natalya. Pire que Kane, voilà. Kane, Big Show, Natalya, voilà. Hop, on l'a casé dans le truc. C'est un peu le même profil, ça fait oui. des décennies qu'elle est là, voilà. Un outil. Voilà, on a besoin de quelqu'un, une quatrième personne, t'appelles Natalya. Voilà, c'est pas mal ce qu'ils font avec Tegan Knox là. Oui, je sais. Ça sort un peu des canons. C'est une division féminine quoi, on va pas se plaindre. Après le problème c'est qu'elle aura pas beaucoup de personnes avec qui l'opposer parce que le niveau est pas très élevé, mais on a Chelsea Green, elle nous fait marrer tout le temps. Ouais, c'est pas facile de faire vivre la low card d'une division qui a parfois déjà du mal à faire vivre le haut de sa carte quoi. Donc c'est exactement ça. Donc on fait avec, mais c'est pas le truc le plus honteux qu'on a vu. Non, au moins elles essayent. Je trouve, voilà. Tegan Knox, il faut qu'elle prenne des petits cours d'acting là parce que après on lui demande des trucs un peu bizarres à faire. Enfin, c'est-à-dire que chaque semaine on lui demande des trucs un peu chelous, un petit peu. Ah non, en fait tu fais comme ci, puis là tu fais comme ça, puis là tu vas dire si. Ah ouais. Donc là. Mais bon, elle est à l'écran. Elle a des couleurs reconnaissables et puis. Ça a l'air de marcher auprès du public un minimum. Donc. Oui, je pense que ça peut prendre. Ça peut prendre. Voyons. Allez, on revient un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Bronson Reed qui a roulé sur Cedric Alexander. On en parlait à SmackDown et là, Cedric Alexander. Ça n'a pas duré très longtemps. Voilà, Bronson Reed, c'est très bien. Il faut booker comme ça, Bronson Reed. On va lui donner à manger toute la low card. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils aillent en Australie, parce que il est par là-bas, lui. Voilà. C'est Elimination Chamber, donc je sais pas, c'est peut-être un peu, c'est loin, mais je crois. De toute façon, il vient d'arriver, Bronson Reed. Oui, très bien. C'est un beau bébé. C'est bien d'avoir un gars comme ça dans le roster. Ouais. Je parlerai de la signature de contrat plus tard, parce que il va y avoir un truc complètement fou qui va se passer. Si tu veux bien garder notre main event un petit peu surprise. D'ailleurs, c'est assez marrant que c'est fini en main event cette histoire. Le truc n'est pas prévu, mais ça prend main event. Ça fait n'importe quoi. Qui est derrière qui est aux manettes? Qu'est-ce qui se passe? On va plutôt parler du coup de Seth Rollins, non? Oui, alors Seth Rollins, allons-y. Allez, il y a McIntyre aussi, mais allons-y. Moi j'en grouperai ça avec le New Day. Je fais un spec de package. Et on va pas se plaindre, c'est comme bien foutu, tout ça, tout est lié dans les shows. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu difficile quand on fait le résumé de tout compartimenter parce que ces gens finalement, tout le monde s'embrouille avec tout le monde. Voilà. Faut pas dire que le team building est pas ouf à la WWE. Alors là, j'ai eu un truc un petit peu chelou. Tu vas me dire, je suis impatient d'entendre ce que t'en as pensé. Michael Cole est sur le ring pour nous faire une petite interview de Seth Rollins. Et Michael Cole m'a l'air très concerné par l'avenir et la santé de Seth Rollins. C'est presque une interview à charge. Une intervention. Une intervention, comme on dit. Il dit voilà, écoute, j'ai l'honneur de commenter quasiment tous tes matchs. Seth Rollins, je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il raconte lui. J'ai eu tous tes surnoms.
Et là, j'ai l'impression le visionnaire, le missionnaire, le tortionnaire, enfin, je sais plus, moi je suis un peu perdu. Et à la fin, il lui dit, et puis Il n'avait pas tant de nicknames que ça en fait. Alors oui. Tout ça, et puis là, t'as un petit peu comment dire, pas la marionnette, quoi, hein, le pantin. Tu te fais manipuler, quoi. Tu racontes, il c'est en pro un peu ombrage. Je dis, mais qu'est-ce que t'as regardé tous les shows là? C'est sûr que tu parles de moi. Moi, j'ai accepté le rematch de Nakamura. Je suis chaud, quoi. On y va, quoi. L'autre il dit ouais, mais un last man standing, c'est ton premier. Ça se termine toujours. Ça se termine mal, quoi. Un last man standing. Et puis toi, enfin, avec ton état, avec ton dos là, avec tes lombaires, ça va mal se terminer. Pourquoi tu t'affliges ça? Il dit mais attends, Cole, t'es commentateur depuis combien de temps là? Il dit 26 ans. Applaudissez Michael Cole. Bon, c'était vraiment bizarre. Dieu, mais attends, on bascule dans un truc un petit peu chelou. C'était l'anniversaire de Michael Cole. Il va nous annoncer quoi, Michael Cole? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je commençais à m'inquiéter pour Michael Cole quand même. Je dis, t'as manqué combien de shows? Il dit 2. Ah ouais, bravo, il a que 2 shows. Super, super. Enfin bref, il dit voilà. Ce ring, c'est important, c'est sacré. Voilà, il a tout connu, y compris l'amour. Hein. Il a rencontré sa femme, voilà, qui est devenue la mère de sa fille. Moi, je suis comme ça. Je suis un champion. Les responsabilités, mon dos, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de tout donner à 100%, assumer ses responsabilités, dans l'honneur, être un exemple pour ma fille, la meilleure version de moi. Voilà, c'est pas juste des mots comme ça, c'est vrai, ça vient de là. Et là, Nakamura arrive avec sa vidéo préenregistrée, sous-titrée sur le Titantron. Du personne te croit que tu racontes, t'es un faux, voilà. Ça sur ta blessure là-haut, c'est faux. J'ai vu les radiographies. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vulgaire photomontage sur ChatGPT là que tu l'as fait. J'ai arrêté tes radiographies. Non mais ça pourrait avoir un arrêt maladie. Non mais pour qu'on te plaigne. Non mais n'importe quoi. De toute façon, je vais arrêter ton calvaire. Et en fait, comme j'ai dit, hein, c'était une vidéo préenregistrée. Nakamura, le vrai, il est habillé pareil que dans la vidéo. C'était incroyable. Arrive et il attaque donc Seth Rollins dans le dos. Voilà. Il met la chaise, un gros coup de chaise dans la tronche. C'est la première fois qu'il utilisait une chaise, j'ai l'impression, Nakamura. Il est un peu galéré. Il savait pas trop comment l'utiliser, mais. La chaise est à Nakamura, ce que l'échelle est à Samoa Joe. Hein. C'est-à-dire que beaucoup brico-marché, ils y vont pas souvent, donc les deux là, leur demandez pas de changer une ampoule parce que ça se termine dans ça va prendre un certain temps. Et puis Nakamura ça c'était plutôt pas mal, qui va compter plusieurs fois jusqu'à 10 hein, et à chaque fois il attaque Seth Rollins jusqu'à ce que Seth Rollins ne puisse plus en finir. Et Nakamura, je sais que le match on avait déçu quelques-uns au pay-per-view, mais il sort un petit peu de sa zone de confort, Nakamura, par rapport à ces dernières années. Moi, je trouvais ça pas mal. Ouais. On commence à entrevoir le Nakamura qui faisait rêver au Japon. Tu vois, tout doucement, on a deux, trois petits visionnages. Voilà, le mec qui est vraiment dangereux, le mec qui est complètement taré. Le mec qui est là pour faire mal, pour envoyer ses adversaires à l'hosto, c'est un champion, c'est pas c'est pas le touriste du coin en fait normalement. Nakamura, maintenant il faut qu'on concrétise ça dans un vrai match quoi. Ouais. Parce que là pareil, je veux dire l'utilisation des chaises c'était quand même assez laborieux. Maintenant effectivement quand tu le laisses parler en japonais, tu vois qu'il peut faire des promos quand même. Enfin, tu vois qu'il a l'habitude de faire des promos en japonais en fait. Et il y a eu un gros talent souci de narration, dans sa façon de délivrer. Enfin, tu es suspendu à ses lèvres. En tout cas, tu es suspendu aux sous-titres. Il fait autre chose que des grimaces à la con comme il faisait jusqu'ici. C'est beaucoup moins caricatural. On sent quelque chose. Après, il y a eu une grosse erreur, c'est-à-dire il y a quand même pas mal de plans où ils ont pas filmé ce qu'il était en train de raconter parce que tout était sous-titré sur le Titantron. Et il y a des dialogues où Seth Rollins au lieu de filmer le Titantron. Donc on n'a pas eu le fin mot de tout ce qu'il disait, mais de toute façon c'était pour attaquer dans le dos Seth Rollins au final. La place de Cole, on n'a pas, on sait pas trop pourquoi il était aussi agressif. C'était peut-être un hommage avant l'heure à El Kabash, je ne sais pas. On continue sur la rivalité. Finalement, on continue à mettre en avant Nakamura comme ennemi, un ennemi capable d'envoyer Seth Rollins à l'hosto. Simplement. C'est bon pour le japonais.
ça fait une bonne rivalité pour Rollins dans son règne de champion. Non, voilà, je trouve pas que c'était le truc le mieux écrit. Je trouve que c'est un petit peu surpoussé le truc, mais ça fait plaisir de voir Nakamura un peu faire des trucs un peu plus valorisants que ce qu'il faisait jusqu'ici. Voilà, moi j'espère juste que ça va se concrétiser avec un vrai bon match. Et puis là, ce sera validé. Sinon, ce sera encore une fois un coup d'épée dans l'eau. Ouais, exactement. Bah, tu as plutôt bien résumé. Maintenant, il va falloir concrétiser ça ce week-end. Un autre homme est appelé à la barre, Drew McIntyre. Après ses actions, ou plutôt l'absence d'action les semaines passées. Drew McIntyre, il est habillé tout en noir. Voilà, on sent comme ça le côté obscur qui commence un petit peu à le tourmenter. Il dit voilà, il prend le micro, on lui demande des explications, pourquoi t'as changé, qu'est-ce qui se passe. Il dit écoute, j'ai pas envie de m'expliquer à qui que ce soit, je réponds seulement à vous mes fans, les fans qui sont avec moi depuis le début. C'est à vous que je réponds, c'est pour vous. J'ai arrêté de jouer les sauveurs, de m'occuper des affaires des autres, de faire les batailles des autres. Lui, il va se reconcentrer à 100% sur sa bataille. Tout simplement. Perso, personne ne vient jamais l'aider. Mais oui, exactement. Et tout ça s'entend, Ringside, tout ça s'entend. Voilà, aucune autre superstar ne fait ce qu'il fait, sauf Cody Rhodes. Voilà, Cody Rhodes, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Mais voilà, il a craqué un petit peu, il a pardonné à Jey Uso. C'est une faiblesse, c'est pas une force. Donc il retourne le truc, c'est plutôt pas, c'est bien fichu. Et la musique du Miz commence, il est pas content. Le Miz dit écoute, je t'avais offert un plateau là, une plateforme pour t'exprimer la semaine dernière au Miz TV. T'as touché aux orties, tu m'as manqué de respect. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, ça t'annule le Miz TV parce qu'il l'avait réinvité une deuxième fois quand même, mine de rien. C'était jamais arrivé. Et dit écoute, tu te tais, shut up Miz. Personne t'a invité. Donc le Miz évidemment qui continue à l'emmerder. Dit tu vas te taire, oui, et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Peut-être que tu veux me faire passer pour un méchant. Il accumule les victoires, il va à un match de titre, tout simplement. Il va aller chercher un peu Seth Rollins. Et le nom je crois est balancé à un moment donné. Il parle de Seth Rollins. Il dit écoute, pourquoi pas la Miz, pourquoi pas mettre une petite victoire à ma sacoche là, sauf si tes couilles sont trop petites. L'autre il dit non, t'es en costard. Non, moi je suis en costard, toi t'es en jupe. C'est vrai qu'il peut dire, moi je fais quoi ça, on peut pas se battre. Et pourquoi pas. Et puis ça commence un peu à s'embrouiller. Et à la fin, Miz essaye d'attaquer Drew McIntyre et McIntyre attaque le Miz. Ça se termine en match juste derrière, et la victoire avec le futur choc DDT pour l'Écossais. Pour donc une victoire de l'Écossais, et derrière il lui dit que voilà, il est désolé, il a réfléchi, il est désolé pour ses actions, et maintenant on peut me pardonner. Et il part. Il part. Donc on a quelque chose de vraiment entre deux eaux là, qui est vraiment plutôt bien foutu. On voit voilà un babyface qui, je trouve, naturellement et avec beaucoup de raison emprunte un chemin qui habituellement on va prêter au heel. Un chemin de un mec avec de l'ego qui veut aider personne, mais il a raison ce mec, il a raison. Pas de pardon pour oui, c'est trop facile de pardonner à Jey Uso qui a pourri tout le monde, qui a niqué les victoires au championnat, 3 ans le mec, les challengers. Il débarque à Raw parce qu'il est adoubé par Cody, ça y est, tout le monde avec son pote. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas, et on comprend que effectivement Drew McIntyre ronge son frein. Le Miz toujours à côté de la plaque, qui a loupé le coche pour se faire un ami de Drew McIntyre, évidemment, et qui se fait humilier comme il a l'habitude. Donc ça, c'est la place du Miz. Tout va bien, mais du coup, McIntyre qui conclut le truc avec effectivement cette promo sarcastique là, où il dit j'étais un salaud, mais j'avoue, vous pouvez me pardonner maintenant, parce que c'est comme ça que ça te marche dans le catch, toi. Un facer, non, tout est oublié. Mais oui. S'il reste sur cette ligne de conduite, il peut s'imposer un personnage qui aura une place à part dans le roster. Et de toute façon, il a les moyens de ses arguments, quoi, Drew McIntyre. Je veux dire, vu le physique qui se trimballe, vu les victoires qu'il a déjà derrière lui, il s'est déjà payé Brock Lesnar. Il est crédible, Drew McIntyre, pour être un mec qui peut se permettre d'envoyer chier tout le monde et de péter la gueule à tout le monde.
c'est le meilleur candidat quoi dans le roster. Donc je suis très intéressant de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec ça, jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il va être l'homme qui va faire tomber Rollins par exemple? Voilà, moi je pense qu'il faut encore une fois, je pense qu'il faut capitaliser sur Drew McIntyre. Oui. Faut y aller, mais faut le faire gagner quoi. Il y en a marre de le voir sur des demi-victoires, sur des défaites glorieuses. Là maintenant, c'est peut-être l'heure pour lui de taper un bon coup comme c'était à l'époque avec Brock Lesnar quoi. Ah ouais. Il faut qu'il décroche la tête de Seth Rollins, ça d'une énorme clé mort. Oui, c'est pour lui. Les gens veulent pas le voir perdre, les gens veulent pas le voir en difficulté dans le ring, ils veulent le voir botter des culs quoi. Donc faut y aller quoi. Faut y aller les gars. Allons-y. Cody Rhodes est venu faire, et c'est bon, hein, voilà, en reflet de ce qu'a dit notre ami Drew McIntyre. Effectivement, Cody Rhodes, il vient cachetonner, il vient faire sa petite interview. Alors il se déplace même pas plus loin que le Titantron, le mec, quoi, la grosse feillasse. Je veux dire, l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il se passe ce qu'il a dit, ouais. Non, il a rien dit, en fait. Il a dit, je pensais pas faire un match avec Jey Uso en tag team, mais bon, Judgment Day était là, alors du coup, il y aura un match avec Jey Uso en tag team, et puis on sera à SmackDown. Voilà. Et puis il est reparti. Wouhou! Rentrez bien chez vous. Rentrez, faites attention sur la route. Ok. Bon, voilà. Pas très Cody. Ouais. Merci. Merci d'être passé, Cody. Écoute, je crois qu'on va pouvoir parler de notre main event. Ah non, il y a juste eu un match avec Xavier Woods qui a battu Ivar. Avec sur un petit roll-up, et puis Ivar qui a placé ce que tout le monde veut voir, son moonsault. Voilà. Le beau moonsault d'Ivar. Tout le monde était content pour le moonsault d'Ivar qui a attaqué donc le reste du Judgment Day, Xavier Woods et donc Kofi Kingston. L'histoire continue, on va pouvoir parler de ce qui est devenu en direct notre main event de Monday Night Raw. Tout a commencé par une signature de contrat entre Gunther et Ciampa pour le titre intercontinental, donc en grande pompe, tout simplement. Mais sans chaussettes, en mocassin. Oui, les méchants n'ont pas de chaussettes. Oui, Tommaso Ciampa, lui, qui vient en débardeur en Marcel. D'ailleurs, voilà, ça va se mettre des petites réflexions sur les tenues des uns et des autres. Ciampa qui va donc vendre sa motivation pour aller décrocher cette belle ceinture et dit écoute des mecs comme moi tout petits là des petits teigneux comme moi on leur donne pas leur chance ici, voilà, on doit galérer, on doit se battre, des grands comme toi là on leur donne toutes les occasions, donc moi je vais le faire pour la famille qui sera là, je le fais pour ma fille, mes enfants, mon garçon, la crémière, le boulanger de mon village qui fait des très bons pains au chocolat, et ici le contrat. Voilà, il est motivé. Et Gunther qui rigole pendant tout ce temps, quelle tête à claque celui-là, qui il prend pas tout ça au sérieux. C'est marrant parce qu'il prend au sérieux le sport, l'homme, la noblesse, mais personne n'est à la hauteur du coup. Et à chaque fois, il y a ce petit rictus là, qui est pénible, pénible. C'est pas agréable, du tout. Et du coup, écoute, c'est la chose la plus importante, c'est pas la famille, c'est le titre intercontinental. Voilà, c'est une histoire de gosse là. Oh, on est où là? De toute façon, on va tous crever, alors autant être champion. Des gosses. Il a pas tort, mais bon, quand même, on peut pas tous être champion intercontinental. Et il dit, je sais pas, en tout cas, n'a aucune chance. La semaine prochaine, tu as passé l'autre, voilà, il dit, c'est ce week-end, pour le contrat. On va signer. Il dit, écoute, t'arrêtes de m'interrompre parce que je sais pas, il interrompt Gunther. Gunther, il commence un peu à s'énerver. Il dit, tu m'interromps plus jamais. Et puis, l'autre, il dit, si c'est comme ça, pourquoi attendre la semaine prochaine? On a qu'à se taper sur la tronche. Et là, Ringside, un truc que j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu une seule fois, mais on va véritablement avancer le match pour ce soir. Les mecs qui ont payé leur place étaient contents. Mais oui, alors c'est exactement la façon que je me suis dit. Le nombre de fois où la foule, tu la chauffes à mort pour dire, en fait, ça sera la semaine prochaine dans le Colorado, alors que c'était à Californie avec son show, toi. Et là, il dit, en fait, ça va être ce soir. Et c'est vraiment ce soir, le méchant se défile pas, les officiels se défilent pas, et le match a vraiment lieu. En main event, Gunther versus Tommaso Ciampa. Un gros match, Ciampa qui vraiment est hargneux, un vrai hargneux. Les deux hommes vont vraiment se mettre sur la tronche. J'ai bien aimé. Ce match était vraiment bien foutu. Ça s'est mis dans la tronche, des DDT, voilà, des énormes dropkicks, des powerbombs. Mais il souffre au bras, Gunther. Donc pour placer la powerbomb, c'est un petit peu compliqué parce que Ciampa n'a pas attendu, je crois, ou alors il a attaqué tout de suite, il a sauté tout de suite. Donc Gunther n'avait pas eu le temps de tout de suite vraiment rentrer dans le match. Il s'est fait un petit peu diminuer.
Il a raison, Ciampa. Il faut pas laisser Gunther imposer sa puissance. Il l'a pas laissé respirer, quoi. Ah ouais, il l'a étouffé, exactement. C'est l'histoire du match, mais ça ne va pas suffire puisque le finisher de Ciampa ne passera pas. On passe des souplesses. Ciampa résiste malgré tout. Le headlock, Gunther est pris dans cette prise de tête là de Ciampa. Je sais plus, il y a un nom spécial, mais je l'ai oublié. Mais c'est une prise de tête, c'est un headlock tout simplement. Il donne des noms, mais c'est les mêmes prises, tout ça. On se fout de notre gueule. Il a une prise de soumission aussi. Voilà, tout simplement. Voilà. On met des gros chops à Ciampa qui rend des chops à Gunther, qui est le roi de la chop. Alors du coup, qui est le roi de la chop, on va savoir. On ne sait pas ce soir. Et puis Gunther qui va mettre deux powerbombs. Et le slipper, on protège Ciampa qui perd par endormissement. Perd connaissance, il n'abandonne pas. Voilà. Et puis derrière, Kaiser et Vinci qui viennent pour en plus abattre un homme à terre. Le mec est endormi. Ils viennent lui rouler dessus. Et quand soudain, une musique que tout le monde avait oubliée, celle de Johnny Gargano, un catcheur que tout le monde avait oublié, il arrive. Et donc c'est la réunion de DIY, cette équipe incroyable qui avait fait les beaux jours d'NXT, Gargano, Ciampa. Donc qui vont attaquer Kaiser et Giovanni Vinci. Malheureusement, l'antenne sera rendue 10 secondes trop tôt puisque on ne verra pas le fameux doublé de super kick. C'est un double super kick qu'ils font. Je sais plus, c'est pas un coup de genou. C'est peut-être un coup de genou. Un kick et un coup de genou. Je crois que un kick et puis un coup de genou, un truc comme ça. Oui, c'est un running kick et un running knee tout simplement. Voilà, une incroyable prise le finisher qui avait fait claquer fait trembler les arénas, la grande époque du show jaune et noir. Et donc la réunion enfin de Gargano et Ciampa dans ce main event que personne n'attendait. Non. Ouais. Gros match entre Gunther, belle promo entre Gunther et Ciampa aussi. Ciampa qui a lâché ses tripes, il est quand même doué pour faire des grosses promos, Ciampa. Ouais. Gunther, il a bien tenu son rôle. Il y a juste eu la petite claque en fin de signature de contrat là qui était pas très bien réalisée là. Il a un peu loupé Ciampa, c'est pas grave. Ça envoyait les tables en l'air et tout. Il y avait voilà. Alors Ciampa qui a raconté n'importe quoi parce que si on fait la comparaison des deux carrières. Ciampa, faut savoir qu'à NXT, il a grillé la priorité à tout le monde parce qu'ils ont été le chercher dans les indies. Il a pris la place à la télé de tous les mecs qui s'entraînaient au PC, au Performance Center. Donc voilà, un gros chouchou de Triple H. Quand même. Voilà, exactement. Il a pas du tout la carrure pour être une star à Monday Night Raw, mais on voit qu'il est là. On voit qu'on continue quand même à lui donner des grosses opportunités. Alors que Gunther, il vient d'Autriche, quoi. Donc, voilà, pour arriver à la WWE, devenir le plus long règne de champion intercontinental alors qu'il catchait à la foire à la saucisse là il y a 5 ans à Bazoncourt. Faut replacer les choses dans leur contexte quand même, mais bon, ça n'empêche que ça a très bien fonctionné. Le match était énorme et puis bon, le retour de Gargano par contre c'est une autre histoire. Effectivement, ça tombe un petit peu à plat. On sent qu'effectivement les gens qui suivent Monday Night Raw sont pas accrochés à Gargano. On se souvient qu'il était arrivé en mégastar et puis que très vite il est tombé dans le bas de la liste, puis qu'il a jamais convaincu qui que ce soit. Donc là, moi je suis très content de revoir le retour de DIY. Par contre, effectivement, en main event d'un Monday Night Raw, en surprise du chef après un gros match pour le titre intercontinental, je suis pas sûr que ça méritait autant. Ça aurait sûrement eu plus d'impact, plus de succès, ça aurait eu l'air plus réussi s'ils avaient fait ça en milieu de tableau. Et oui. Là c'est un peu effectivement on a tous un peu grincé des dents et un peu ricané quand on l'a vu arriver et que la foule a pas popé plus que ça, quoi. C'est toujours un peu triste. Un fan qui s'est échappé, t'as qu'à passer par-dessus la barricade et qui court. Ouais, voilà. Le petit. Bref, en même temps, voilà, on est content. DIY, ça va quand même donner du spectacle. Oui. On avait fait les belles heures d'NXT. C'est une équipe qui fonctionne bien. C'est ce qu'il y a le mieux à faire pour les deux. Et puis encore une fois, Gunther qui s'impose comme quel match et quel finish. L'enchaînement de powerbomb là avec la prise de slipper là, c'est incroyable. Il est habitué de faire des gros finishes catchesques, Gunther là.
Ça change des shops, voilà, son finisher, ça faisait ricaner ici aussi. Voilà, on sent que la shop est passée là. Voilà, pas de shop, pas de roll-up façon Lucha non plus. Voilà, on tue le mec, hein, tout simplement un meurtre. Voilà, c'est un meurtre et voilà. Et puis c'est ce qui fait la puissance du personnage, quoi. J'aurais jamais pensé. Bon, j'étais gros fan de Walter à l'époque de sa période indie, mais j'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait aussi bien dans le main roster. Hein. C'est assez incroyable. Voilà, en tout cas, voilà, c'était très très bien jusqu'à l'arrivée de Johnny Gargano qui est un peu tombé. Qui a fait un peu retomber l'ambiance, et puis la coupure avant la fin du truc, ça faisait un petit peu quand ça veut pas, quoi. Je sais pas si c'est l'antenne qui a été rendue, voilà, s'ils ont eu un problème de timing, ou si c'est Kevin Dunn ou alors Vince McMahon qui a vu Tiki Nabo couper. Bon, en tout cas, c'est l'heure du mot de la fin, Rickside. Voilà, va falloir un petit peu décanter tout ça, nous tirer un top et un flop et une note pour ce Monday Night Raw du 2 octobre 2023 avant de rendre l'antenne. Ouais, et je vais donner mon top à Gunther, tout simplement, qui s'impose comme le vraiment très très grand champion intercontinental, qui est maintenant capable de faire le main event, et apparemment ça a cartonné au niveau audience. Donc on est content pour lui. Et le flop, ça va être un ex-aequo Gargano, Cody qui fout plus rien là, hein, donc c'est de pire en pire là. Ouais. Alors là, qui vient juste pour dire qu'il sera là la semaine prochaine. Merci bien. Bon, il a toujours son incroyable popularité, donc on est content pour lui. Mais en tant que spectateur, c'est pas le moment que j'attends le plus maintenant, l'arrivée de Cody. Voilà, et puis Gargano, retour en demi-teinte, il n'y a pas eu la pop qu'on escomptait, ça fait toujours un peu pite, c'est dommage. Et puis la note, on va mettre un bon 3,75, je pense, pour le show. Encore une fois, il n'y a rien d'honteux, j'ai regardé tout sans déplaisir. Voilà, faut se farcir Nia Jax quand même, mais bon, finalement, on a fait un peu de figuration ce soir. Oui. Voilà, pour le reste, le jugement de dé, c'est très très solide. On a eu un match de championnat intercontinental qu'on n'attendait pas. Le reste, c'est aussi plutôt pas mal ce qui se passe en bas de carte. Donc, moi, je ne boude pas mon plaisir, encore une fois. Mon flop pour moi, ça sera Michael Cole. J'ai pas compris pourquoi il était aussi agressif. Moi, je veux bien, mais il aurait fallu peut-être nous l'expliquer, l'amener, toi. Je sais pas. Voilà, peut-être que la semaine dernière, il aurait pu être un peu inquiet lors d'une interview. Je sais pas. Montrer un truc. Ouais, là, ça m'a un petit, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre quand même. De quoi il se mêle, cet homme-là, finalement. Mon top, écoute, je vais le donner au Judgment Day et à Rhea Ripley en particulier. Hein. Son retour est énorme. Cet opener était complètement dingue. Vraiment, moi, j'ai adoré cet opener. C'est vraiment, tu sens que t'as un Monday Night Raw, quoi. Ça déborde de partout. C'est le gros bordel. Donc ça, j'ai trouvé ça, l'opener. Après que les filles, tout ça était un enchaînement, évidemment. Rhea Ripley qui faisait le lien entre tout ça. Et puis ma note, écoute, je donnais un 3,5, qui est aussi la note que je donnerais au SmackDown, parce que je crois que j'ai oublié de donner ma note tout à l'heure. Oui, 3,5 pour les... Bah oui, le mec se barre. Allez, salut, hein. Donc 3,5 pour les deux shows, on est pas mal, hein. Il y a c'est solide. C'est solide, c'est une bonne semaine, ça valait le coup de regarder. Allez, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous écouter en vous abonnant, c'est gratuit, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également sur YouTube, les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Catch Up, CDC, Instagram. Voilà, dans le désordre, le quintet, le quartier, le tiercé. Et les pronos qui arrivent bientôt, va falloir que je me mette à ringside, hein, je vous préviens, pour ne pas manquer tout simplement l'ouverture des pronos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou alors dans notre Discord. Le lien est dans la description. Je te remercie, Ringside, ça fait plaisir de faire cette analyse. Voilà, on a passé un bon moment finalement avec la WWE, une fois de plus. Hein. Toujours top, toujours un bon moment de faire catch-up. Surtout en ta compagnie. Merci. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao. Ciao, bon après-midi, des bisous, gosses.